Voilà, merci d'être là, d'être présent. Comme Hervé vous l'a indiqué, donc ces conférences viennent un peu accompagner les performances, les besoins des spectacles. Et je m'arrange quand même toujours pour avoir vu ce spectacle avant de vous en parler. Aujourd'hui, donc, c'est consacré à la première, cette ouverture de la saison avec Dario Fo. Et on ne paie pas, on ne paie pas. Et c'est le titre que j'ai donné, et voilà comment l'esprit vient aux ouvrières, est un titre bien sûr qui est un clin d'œil au grand siècle classique, le siècle de Molière. Vous savez que Dario Fo se réclame ouvertement de Molière, il se réclame de Molière parce que Dario Fo lui-même a une immense admiration pour la commedia dell'arte et notamment pour un Vénitien du XVIe siècle, Ruzzante. Et il dit Molière qui a été Scapin, qui jouait Scapin, Molière a été marqué, influencé par justement la commedia dell'arte. Et cette façon d'impliquer corporellement le public, nous dit Dario Fo dans un de ses écrits, est sensible dans le fait que, par exemple, il a fait jouer ses acteurs sur l'avant-scène, c'est-à-dire que précisément par rapport à la ligne imaginaire qui relie les deux loges du roi et de la reine, qui font donc côté cour, côté jardin, vous êtes au-delà de cette ligne, en avant, vers les spectateurs, et cette façon de présenter les choses ici sur l'avant-scène était une façon, dit Dario Fo, déjà propre à Molière, propre à la commedia dell'arte, de briser ce qu'il appelle le quatrième mur, c'est-à-dire celui au fond qui sépare la scène du public qui se trouve, lui, dans le noir. Ça, c'est un premier point. Mais le siècle classique, et le titre précisément ici, renvoie à un conte de La Fontaine. Ah, La Fontaine, oui. C'est les contes de La Fontaine. En général, les enfants lisent bien sûr les fables, on ne lit pas les contes, qui sont beaucoup plus grivois et enlevés. Mais les contes de La Fontaine sont tirés de Boccace, sont tirés des fabliaux, des farces médiévales, ce qui est aussi une autre référence importante pour Dario Fo. Et je fais allusion là à un texte, un conte de La Fontaine qui s'appelle « Comment l'esprit vient aux filles », dans un très bel ouvrage qui est illustré par Fragonard ensuite. Et au fond, c'est la mère qui dit à sa sotte de fille, qui, elle, ne savait que coudre et filer, et même sans y mettre sa tête uniquement avec ses doigts, elle lui disait, écoute ma pauvre fille, va-t'en chercher de l'esprit. Alors la pauvre fille ne sait pas où se trouver de l'esprit, elle va donc chercher auprès du curé, le curé de Bonaventure d'ailleurs, et elle lui dit, voilà, il faudrait que je trouve de l'esprit. Le beau curé, évidemment, la voyant aussi charmante et appétissante, s'intéresse fort à elle, et lui infuse si bien et à plusieurs reprises son esprit dans le corps, qu'elle en devient plus avisée, et La Fontaine dit, alors elle a eu un songe, ce qui est bien le signe que ça a changé dans sa tête, elle a eu un songe enfin, et elle s'avise d'un mensonge, donc la fameuse rime songe-mensonge, se retrouve à cet instant, et c'est comme ça, à l'évidence, qu'elle acquiert un peu plus de sagesse. Bon, c'est cette veine de la farce, du fabliau, qui se joue du sexe et du corps, dont le Moyen-Âge avait usé dans ses fêtes de carnaval. C'est à cela que Dario Fo, dans ses commencements d'ailleurs, avait largement puisé. Seulement voilà, j'ai changé le titre, c'est pas Comment l'esprit vient aux filles, je serais beaucoup plus politiquement correct à cet égard, mais je dis comment l'esprit vient aux ouvrières. C'est un gros mot, n'est-ce pas? C'est un mot ici qui actuellement, dans le monde, notre monde libéral et globalisé, fait un peu tâche. Et oui, on va passer du carnaval médiéval, celui qui renverse et inverse les valeurs et les hiérarchies, à la commedia dell'arte et à Molière qui met le public dans le coup, qui brise le quatrième mur, et on arrivera à ce qui sera entonné par les acteurs à la fin de la pièce, l'international, qui est chanté, qui vient ici, que chantent les acteurs d'un théâtre, qui est un théâtre militant, jailli d'ailleurs essentiellement en 68, enfin vraiment connu à partir de 68, et d'ailleurs il y a une référence
à la page 7, dans l'exemplaire que j'avais ici, où on aurait dit mai 68. Alors pourquoi ce passage comme ça, c'est pas souvent qu'on entend l'international retentir maintenant. Eh bien, je dirais que, et ce pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a une admirable trouvaille de la mise en scène. On parlait avec Montpart l'autre jour, après la première. Ça intervient vers la fin de la pièce, la scène 11 de l'acte 2. Et c'est le travail la trouvaille de cette mise en scène, c'est quelque chose qui va traduire ici une sorte de folie qui s'empare des éléments, des battants des portes, une sorte de frénésie qui fait que toutes ces portes se mettent d'elles-mêmes à s'ouvrir, à se fermer. La pièce dit comme un carrousel absurde. Et ça, c'est rendu grâce à une machinerie ingénieuse. J'ai eu le plaisir de voir en coulisses la machinerie. C'est une merveille, à la fois de fragilité, d'ingéniosité. Et aussi, on se dit qu'il a fallu transporter tout ça. Enfin, c'est quand même un énorme travail dont on ne se rend pas compte, bien sûr, quand on est dans la salle de spectacle. Eh bien, c'est rendu par une bascule. C'est-à-dire que la scène qui est là, sur laquelle on s'appuie comme sur une bonne terre ferme, ça se met à tanguer dans tous les sens, comme possédé par des esprits malins. Eh bien, cette bascule renvoie, et ça Montpart le dit lui-même, ça renvoie bien sûr à Charlie Chaplin, à la fameuse cabane de la ruée vers l'or, qui vous savez est à demi suspendue, bascule dans le vide, se rétablit suivant que les deux protagonistes vont dans un sens ou dans l'autre, elle ne tient qu'à un fil. Montpart dit c'est quelque chose qui nous donne le sentiment qu'on est en train de balancer. Alors, chez Chaplin, entre la vie et la mort, et Montpart dit plutôt, et entre exister ou n'être rien. C'est peut-être cette idée-là qu'il a en tout cas lui-même voulait ici faire ressentir. Mais j'irai plus loin, enfin pas plus loin, enfin dans une autre direction, en évoquant précisément l'international. Que les acteurs chantent, je le répète, à plein poumon à la fin, que parfois le public en France, semble-t-il, puisqu'il reprend, c'est l'international, c'est un passage qui illustre ce grand bouleversement que la Révolution appelle. Je vous remets en mémoire, du passé faisons table rase, peuple esclave, debout, debout, le monde va changer de base. Le monde va changer de base. C'est exactement ça ce qui se produit. Ce qui illustre dans cette scène, cette bascule, c'est que peut-être tout est possible. Que le monde, que tout maintenant peut au fond ici manquer sous nos pieds et nous donner une autre impulsion pour autre chose. Et le spectacle au fond, enfin Dario Fo, parce que je reprends un peu mes habitudes au fond un peu professorales autrefois, c'est-à-dire que j'adhère totalement au texte dont je parle. Donc je veux dire peut-être des choses qui vont paraître comme des énormités maintenant par rapport à l'idéologie dominante, mais c'est que j'aime Dario Fo et je porte Dario Fo jusqu'au bout des conséquences pour que vous l'entendiez. Actuellement, le Scribner nous dit c'est non, c'est pas fini. Ne croyez pas que Marx, ça soit ringard, parce que maintenant les chantres de la mondialisation, de l'économie de marché, du libéralisme ont bien sûr rendu définitivement obsolète Karl Marx. Qui lit encore Karl Marx? Tous les économistes ricanent, n'est-ce pas? C'est ça l'idéologie dominante. On vous dit clairement tout ça c'est du passé, le problème actuel c'est l'emploi, l'entreprise est créatrice d'emplois, vive l'entreprise. Et d'ailleurs vous savez comment Manuel Valls, parce que Dario Fo aime l'actualité, donc dans la logique de Dario Fo, je poursuis l'actualité. Et que dit Manuel Valls quand il est en Angleterre et qui veut dire aux entrepreneurs anglais qu'il aime l'entreprise? Je dis je vais vous le dire en anglais. Et vous savez comment il traduit le mot entreprise en anglais? Business. Voilà. C'est un hymne au business. C'est ça qu'on nous chante maintenant. Eh bien, Marx ne disait pas ça. Marx, et pour Dario Fo non plus. Marx disait ce sont les travailleurs qui créent les richesses. Ce sont les travailleurs qui ajoutent de la valeur par leur travail à leur matière première en la transformant. Seulement voilà. Le capital s'approprie la plus belle part de ce que Marx appelait cette plus-value qui est apportée par le temps de travail et la force de travail des ouvriers. Et le capital s'approprie cette plus-value pour ne laisser, je cite toujours Marx, enfin à peu près,
que les miettes nécessaires aux ouvriers pour leur survie, pour ceux qui créent leur richesse, pour ceux qui ont œuvré de leurs mains. Alors bien sûr, les économistes vont ricaner, mais non, pas du tout, c'est le marché qui dicte sa loi et ses prix, la plus-value, c'est une illusion de Marx. La pièce de Dario Fo est faite justement, et il le souhaite, pour réintroduire la polémique, le débat dans notre monde actuel. Le propre de son théâtre, c'est de rouvrir le débat, et ce qu'il sort d'entrée de jeu, à l'époque ça n'était pas encore survenu, c'est survenu après en Andalousie, les travailleurs fondamentalement sont spoliés. Par conséquent, au moment où ils crèvent de faim, eh bien, ils se réapproprient sans payer dans le supermarché les biens en question pour leur propre survie. C'était un acte de désobéissance civile, donc légitimité de la désobéissance civile, ça remonte très loin, jusqu'au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Si le roi est devenu fou ou ne fait plus affaire, le peuple a le droit de se révolter, c'est dans le droit médiéval, ceci. Donc, ils reprennent cette idée d'une réappropriation légitime. Alors, cette notion de vol est une question très importante je fais une petite parenthèse, qui vous explique aussi la radicalité toujours en France des luttes sociales, différentes dans l'Allemagne où patrons et entreprises et travailleurs en général se concertent ou coopèrent. En France, fondamentalement, ce pourquoi ça ne marche jamais, les accords, c'est que dans la tradition qui est la tradition marxiste, les travailleurs considèrent qu'au fond, ils sont volés. Ils n'ont pas à faire ici, les patrons sont des ennemis de classe dans cette conception. Ce n'est pas on est tous dans le même bateau pour éviter de faire naufrage et puis pour arriver à bon port. Non, il n'y a pas de bon port, c'est forcément une illusion. On dirait, alors, dans la pièce, à un moment donné, je crois que c'est Luigi qui dit Giovanni, mais écoute, après tout, on vit mieux. Oui, alors ça va contre la théorie de Marx, comme quoi il y a une sorte de prolétarisation de plus en plus grande, les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Alors on dit, mais non, regardez, c'est pas vrai, on vit beaucoup mieux qu'avant. Alors, vous connaissez la réponse, puisqu'il y a le débat, la réponse est oui, bien sûr, dans les pays développés, mais ils sont développés grâce à quoi? À leur façon d'exploiter l'Afrique et les autres pays. Alors allez voir maintenant les gens qui crèvent de faim là-bas, et vous comprendrez toujours que l'équilibre du monde ne cesse d'être rompu depuis. Donc c'est ce débat qui au fond, je l'actualise, c'est ce débat qui est présent à travers la thèse de Dario Fo. Nous devons toujours rendre à un auteur sa justice, c'est-à-dire que c'est ça qu'il veut dire, c'est pour ça qu'il écrit, c'est pour ça qu'il se bat. Donc ce serait malhonnête de ma part de passer sous silence et de dire oui, il y a des beaux jeux de mots partout, que c'est élégant, que c'est agréable, etc. Non, c'est une bataille qui est menée, une bataille contre le capital, et dans la théorie marxiste. Et ça, c'est cette question-là que Dario Fo aborde. Seulement voilà, il déplace la question, et ça c'est très fort. Il déplace, parce que sinon, comment trancher? Bon, j'ai une foule d'économistes qui arriveront ici et qui me diront, vous dites des conneries, de toute façon. Une fois, j'avais une amie comme ça qui était professeure en sciences économiques, remarquable, anglo-saxonne, et qui me disait, mais non, pas du tout, la plus-value, c'est pas vrai, regarde, voilà comment elle avait fait des tas de schémas pour me montrer que tout ça, ça ne tenait pas debout. Alors, là, donc le débat, je ne vais pas le trancher, bien sûr, mais ce que je montre, c'est comment Dario Fo va le déplacer. Et il le déplace sur une question extrêmement brûlante, en fait, sur un autre plan, qui est négligé, mais qui est essentiel. Ce n'est pas une affaire de quantification ou de planification économique, mais c'est une question qui porte sur notre vie, sur la vie de ceux qui travaillent, sur la qualité de cette vie. Pour trouver toujours un écho actuel, je vous dirais, quelle place réservons-nous à l'humain? Vous vous rappelez un certain discours à Marseille d'un certain candidat qui disait « l'humain d'abord ». Ben oui, c'était ça, l'humain d'abord. C'est cela que présentifient dans cette pièce les acteurs, c'est ce qu'ils incarnent. Ce sont des êtres humains avec leur joie, avec leurs soucis, avec leur quotidien, leur rire, avec ces femmes qui se moquent un peu de leur balourd de mari. Là aussi, il y a tout un passage, toute une partie de la pièce qui va dans ce sens. Hein. Et si vous reportez à la scène 10 de l'acte 1,
au fond, la question qui est posée, je peux redonner le passage. Oui, voilà, tu l'as dit, est-ce que tu te rends compte que nos épouses, c'est comme si elles servaient le patron à l'œil, c'est sur elles que nous déversons toute la rogne dans laquelle on se fout à l'usine, toute cette frustration. Quand on rentre à la maison, c'est pour se cacher comme des bêtes dans leur tanière, pour lécher l'un l'autre nos blessures, mari et femme, et cette tristesse, le vide, la misère de cette vie de merde qu'on nous fait mêler. Oh, Giovanni, il ne faut tout de même pas exagérer, c'est pas une vie de merde, on vit moins mal qu'avant, on a une maison, presque tous, même si elle est moche, hein. Les banques nous font crédit, et quand tu as le couteau sur la gorge, elle te pique comme ça. Donc c'est ça qui est dit à ce moment-là, c'est-à-dire que vous avez, au fond, la question qui est posée, c'est au fond, c'est quoi cette vie? Cette vie en HLM, rappelez-vous d'ailleurs, Montpartre va, si je me souviens bien, projette sur le fond de la Seine, à un moment donné, vous voyez les immeubles, ces immeubles genre HLM, si vous voulez, qui ferment totalement le paysage avec, au fond, ces fenêtres en cage à poules, si vous voulez, qui sont là, et que l'on bâtissait effectivement dans l'Italie. Je me souviens toujours c'est le film de Rocco et ses frères, où le frère ouvrier de Rocco va justement, lui, exalter le mot à Milan, se reconstruire ses quartiers ouvriers, etc. C'est ça qui est à l'arrière-plan et que l'on voit ici. Donc, c'est ce qui est, au fond, cette vie où le travail est dévalorisé, où c'est un travail à la chaîne, et hop, ça y est, on revient à ce moment-là, non plus à la référence de Charlot dans La ruée vers l'or, mais vers les temps modernes, lorsque les acteurs vont mimer, comme le fait Charlot dans les temps modernes, les gestes du taylorisme répétés à cadence bien sûr infernale, gestes de pure répétition, gestes qui déshumanisent le travail, au service simplement cette fois de Sa Majesté le profit. Et c'est ça le problème sur lequel met l'accent Dario Fo. C'est que même si vous dites que Marx est totalement démodé, ringardisé, etc., il y a une chose qui s'impose, c'est que ce monde du marché, ce monde de la production et de la consommation n'a strictement aucune âme, aucun idéal. C'est un mur fermé. C'est comme cette barre d'immeuble au fond de la Seine. Le capitalisme n'a engendré qu'un monde sans humanité. C'est ça, au fond, tout en se réclamant du progrès et des droits de l'homme, n'est-ce pas? Mais évidemment, au prix d'un malheur universel par ailleurs, le tiers-monde, la biodiversité, la plein air, que vous connaissez, la musique, il y a assez de positions alternatives qui le répètent. Donc la question, je dirais, la question politique par excellence, la question que posait Saint-Just, la question que pose Rousseau, c'est la question du bonheur. Et cette question-là, au fond, elle est au cœur de la pièce Dario Fo. Et c'est pour ça que c'est une pièce qui a cette portée et qui a cette force, avec aussi ses outrances, ses excès, ce que vous voulez. Cette force de Dario Fo, c'est celle, évidemment, de son rire, de sa vitalité, de son humanité. Dario Fo, sa pièce est une pièce qui s'installe au ras de la vie quotidienne, de la vie concrète, d'un intérieur de HLM ouvrière, où on fait les courses, on va au supermarché, la cuisine, on prépare le repas du mari au retour de l'usine. Il y a bien sûr toujours une femme pour assurer, comme vous le savez. Mais il le fait sans misérabilisme. Parce qu'il y a là, et c'est ça qui fait la beauté de la pièce, c'est qu'il y a un entraînement joyeux, un entraînement pour raconter. Raconter des histoires. On se raconte des histoires. Des contes à dormir debout. Il y a un emballement dans ce qui est en fait ici un jeu de carnaval. Le conte, alors, la nécessité de raconter, on discutait avec Pascal l'autre jour, la nécessité de raconter fait penser à Scheherazade dans les Mille et une nuits. Hein. Vous voyez Margarita qui dit à Antonia, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis après, en pensant à son mari, mais qu'est-ce que je lui raconte quand il va revenir? Et puis, non mais tu divagues, tu parles comme une détraquée, s'exclame Giovanni quand il voit Antonia. Et plus tard encore, ce sera pareil avec Luigi, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il y a donc une surenchère de contes, je disais, de contes à dormir debout, d'une drôlerie irrésistible, parce que plus c'est gros,
plus le bonnet qui n'a rien compris aux femmes doit gober ça. Et c'est tout ce charabia, d'ailleurs, qui est récapitulé. Je vous rappelle à la scène 3 de l'acte 1, si je la retrouve, c'est ça. À un moment donné, oui, et Aldo, qu'est-ce qui se passe? C'est Giovanni qui passe à la fenêtre, donc devant les spectateurs. Toutes ces voitures de police, quoi? Un ratissage? Quoi? Contre le supermarché? Quel supermarché? Ah, ici aussi, celui du quartier. Et ça s'est passé quand? Aujourd'hui? Mais qui? Tous? Comment ça tous? Tu exagères sûrement. 1000 femmes? Ma femme, non, sûrement pas. Elle a tellement horreur de ces vols qu'elle préfère me faire manger des têtes de lapin surgelées. Les têtes seulement, le reste on le jette. C'est délicieux, on les coupe en deux, une goutte de citron, fait mine d'avaler des huîtres. On devient phosphorescent. Non, non, n'insiste pas. Ma femme n'est même pas sortie. Elle a dû démailloter une amie, enfin lui démailloter le ventre parce que son mari ne veut pas qu'elle soit enceinte, à tel point qu'il exigeait qu'elle prenne la pilule. Mais elle a obéi au pape et c'est comme ça que la pilule n'a pas fait son effet. Alors elle a gonflé d'un seul coup en une semaine. Plouf, comment tu comprends pas? Mais donc si vous voulez, il répète là, parce que c'est évidemment comique, tout ce que sa femme lui a sorti auparavant et lui a fait gober ici d'invraisemblance. Et au fond, pourquoi y a-t-il ce besoin de raconter dans des histoires? Eh bien, parce qu'il faut surseoir au châtiment. C'est comme dans Scheherazade. Hein. Ou bien le sultan aura envie d'entendre la suite et suspend la mort, qui est annoncée à la conteuse d'un jour à l'autre, d'une nuit à l'autre, au cours des 1001 nuits. Donc il faut ici surseoir à la crise conjugale. Si mon mari vient, il va me tuer, dit-elle. Bon, surseoir à la perquisition policière, sinon je vais aller en prison. Et alors elle sort tout à brûle-pourpoint, la pilule, le pape, le ventre emmailloté, la vache, le lait et le dépôt de bousses d'or à la banque, la soupe au millet pour Canaries, dont un bouillon dans un bouillon aux têtes de lapin. Les contractions, la perte des os, la saumure, et on en rajoute avec la transplantation. Enfin, voilà, c'est hallucinant. Il y a même à l'acte 2 la grossesse nerveuse, et ça, c'est imité de Feydeau. Dario Fo dit d'ailleurs qu'on a vu une récente, c'est au Crève-Cœur, la pièce, comment ça s'appelle? Léonie est en avance. Voilà, ça où il y a justement cette grossesse nerveuse. Et Dario Fo dit qu'il a lu Feydeau, il aime Feydeau également. Enfin, bon. Donc, le comble de tout ça, le comble, c'est la fête de Sainte-Eulalie. Les salades, les roses, le miracle de l'enfant, sa commémoration par des faux ventres que toutes les femmes vont promener dans le quartier pour commémorer la sainte. Évidemment, à Genève, il n'y a pas de culte des saints, alors on ne comprend rien à cette histoire-là. Enfin, c'est fondamental le culte des saints dans cette tradition. Alors, au cas où vous ne connaîtriez pas, je vous rappelle que c'est une fête qui a lieu le 12 février. Hein. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans le texte, il y a une allusion biblique amusante, puisque on fait allusion à Sainte-Eulalie, mais en attribuant le fait qu'elle est enceinte. Alors ça, c'est un comble, parce que la pauvre Eulalie est une vierge martyre à 12 ans. Hein. Elle a résisté à Maximilien, et il disait, tu dois honorer les dieux, les faux dieux, si vous voulez. Et elle, loin de se cacher, quitte sa famille pour aller défier le juge et les représentants, le gouverneur romain, et pour lui dire jamais je ne crois qu'en un seul Dieu, etc. Elle sort ça. Alors, on lui dit, écoutez, arrêtez un peu, bon, vous êtes encore tout jeune, faites seulement semblant. Non, pas du tout. Enfin bref, alors du coup, on la torture, on lui serre les chairs, et puis on veut la brûler. Enfin, c'est terrifiant, c'est des vies de saintes au Moyen-Âge, il faut lire ça. Enfin, au 4e siècle, ça, 5e, ça bon. Et alors là, on l'a fait enceinte, la malheureuse, et on l'a fait enceinte exactement sur le modèle vous savez, de la naissance d'Isaac. Vous savez que Isaac, Abraham et Sarah. Sarah était très vieille, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand l'ange arrive et lui annonce « tu es enceinte », Sarah se met à rire, et elle rit Isaac. Isaac, c'était le mot qui signifie « elle a ri ». Et c'est le nom d'Isaac, bien sûr, dans la Bible. Alors, ça, c'est la même histoire de Eulalie et Eulélio, où on dit que là encore, à 60 ans, elle allait brusquement, elle devenait enceinte. Donc, je répète, c'est un comble, hein, cette histoire-là, mais qui fait partie de la mystification du gendarme. Alors,
ça c'est le point final, le sommet, puisque une coupure du courant va permettre à Antonia de faire croire aux 10 gendarmes qu'il est aveugle. Bon, bref. Alors, ces histoires, n'est-ce pas, c'est mes histoires, c'est constamment ce mot qui revient, on conte, on raconte, et Margarita dira à Antonia, Margarita, écoute, je ne suis pas doué comme toi pour raconter des salades. Alors, ça c'est merveilleux, parce qu'avec les salades, vous passez du mot à la chose. Que faisait en effet, raconter des histoires, c'est raconter des salades. Bon, d'accord. Alors, que faisaient justement Antonia et Margarita pour cacher leur vol? C'est qu'elles transportaient leurs marchandises volées sous forme de femmes enceintes. Elles allaient les déposer dans un endroit où le beau-père avait entreposé des salades, et elles revenaient en s'étant bourrées de salades pour que les policiers qui surveillaient ne voient pas brusquement au début partir une femme enceinte, revenir plat, le ventre plat, puis ressortir le ventre enceint. Et donc les salades sont là, et les salades vont jaillir. Vous allez voir plein de salades sur la scène, mais c'est la matérialisation immédiate, concrète de cesse de me raconter des salades, n'est-ce pas, qui est ici. Ça c'est typique de Dario Fo. Mais ce contre-emploi de la Sainte Eulalie, Vierge enceinte, d'ailleurs, si l'Eulalie devient une Vierge enceinte, parce qu'il est méchamment anticlérical, Dario Fo, hein, il en fait une parodie de la Vierge Marie. Hein. Quelle est la Vierge enceinte par excellence? C'est Marie. Et ben voilà, Eulalie, tout ça, ça rentre dans cette sarabande ici carnavalesque. Mais c'est doublé quand même d'une grande pertinence, parce que vous savez ce que veut dire Eulalie? Eulalie, en grec, hein, laléo, ça veut dire bavarder, parler. La lalia, c'est la manie de bavarder. Alors, s'il y a bien une personne qui incarne, si vous voulez, cette manie du bavardage, c'est la chère Antonia, tout au long que je vous cite dans la pièce. Et veut dire bien, Eugène, c'est celui qui est le bien-né. Eulalie, c'est celle qui parle bien. Et bien oui, elle parlait d'or devant ses bourreaux romains, comme vous savez. Elle avait la bonne parole des vierges vertueuses, et ça colle parfaitement bien à notre Antonia, à la langue si bien pendue. Je vous signale aussi que la cantilène de Sainte-Eulalie, alors là, coup de chapeau à l'histoire littéraire, la cantilène de Sainte-Eulalie est le premier document que nous ayons de la littérature en langue française. Hein. On est là au Xe siècle, c'est le 10e siècle, c'est le plus ancien monument. Si tout à l'heure vous le voulez, je vous le lirai, pas en ancien français quand même, pour vous épargner, mais c'est pas très long, il y a une vingtaine de vers. Mais c'est le début de notre littérature. Alors évidemment, c'est pas mal aussi, parce que Dario Fo, il faut bien voir que c'est à la fois l'actualité la plus brûlante, l'engagement politique, militant le plus décidé, mais c'est en même temps une façon de se réapproprier toute une histoire du théâtre. Hein. Je suis dans le Moyen-Âge, la comédie dell'arte, mais avant le Moyen-Âge, et donc finalement, c'est pas si mal que Sainte-Eulalie, le premier témoin de la littérature en langue vulgaire, en langue romane, en langue française dans ce cas-là, ça soit la cantilène de Sainte-Eulalie. Mais il faut faire encore un pas. Parce que, à force de divaguer dans la pièce, d'histoire en histoire, sous le coup de la nécessité, comme dans Scheherazade, à force de divaguer, on est très proche non plus des vies de saintes, mais des phatrasies médiévales, la phatrasie médiévale. Ces pièces d'absurde, de non-sens, qui font partie de la littérature médiévale, et qui remontent à une tradition qui est celle du carnaval, de la fête des fous, qu'a étudié Bakhtin. Bakhtin a étudié à propos de Rabelais, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'un des personnages fait une allusion, je crois que c'est Giovanni, fait allusion à Gargamel. Et Gargamel, qui c'est la mère de Gargantua et l'épouse de Grand Gosier, hein, chez Rabelais. Donc vous avez là quand même Gargantua, Pantagruel, c'est quand même, il sait ce qu'il fait, Dario Fo. Hein. Eulalie, Gargamel, c'est juste deux petites indications, et aussitôt on voit ressurgir quand même toute l'histoire de la littérature. Mais dans la fête des fous, je vous renvoie à ce livre de Bakhtin, et puis à ce que l'on connaît la question, s'appelait la fête de l'âne, qui a lieu en février d'ailleurs. Le carnaval, c'est le renversement
des hiérarchies, des valeurs. C'est le monde cul par-dessus tête. Par exemple, ce jour-là, vous avez un âne qui porte une mitre d'évêque, qui rentre dans l'église ou dans la cathédrale et qui vient célébrer la messe. Un âne devant l'autel, c'est plus fort que les fémènes, comme faisait au Moyen-Âge. Le rire médiéval, c'est ce moment où soudain soit accepté, où tout est permis, du débridement, de l'insolence, de l'obscénité, où le monde bascule, justement, bascule dans le non-sens, d'un rire énorme qui emporte tout, dont se souviendra Rabelais, un déchaînement pulsionnel qui est nécessaire pour que justement ensuite l'ordre revienne, fondé sur cette reconnaissance de ce qu'a été ce monde de pulsion. Alors, Bakhtin appelle ça, c'est le triomphe du bas corporel, sexe, scatologie, engrossement. Ça, en effet, vous voyez que chez Dario Fo, vous avez précisément ce gros rire, n'est-ce pas, scatologique, sexuel, et avec le renversement par excellence, alors là, c'est typique du carnaval, de l'homme devenu enceinte. Parce que c'est ça qui se passe. Le gendarme va être brusquement enceinte, comme d'ailleurs dans la chante-fable du XIIIe siècle d'Aucassin et Nicolette. Hein. Vous savez, c'est une longue tradition qu'a derrière Dario Fo qu'il faut ici retrouver. Et le gendarme enceinte, je le garde ici au féminin pour vous montrer que la théorie des genres, c'est médiéval cette histoire-là, ce n'est pas des inventions modernes, toutes ces questions-là. Donc, le gendarme enceinte qui ressuscite des morts, on est dans ce vertige de la raison, ce tournis qui est donné à la raison, dans une explosion salutaire de tous les cadres, de toutes les normes, de toutes les croyances. On voit ici comment, je dirais, une révolte spontanée de la misère, dans une sorte de réalisme social, vire à une fantasmagorie burlesque qui nous emporte au gré du langage, des inventions verbales, des imaginations débridées, dans une sorte de déraison généralisée, un monde renversé, un monde rendu au désordre. Pourquoi le monde est rendu au désordre? Parce que l'ordre du monde, dont on ne cesse de vous rebattre les oreilles, ne couvre en réalité qu'un désordre innommable. C'est ce qui est dit d'ailleurs, j'en ai vu du pays, dit le policier à un moment donné, ce n'est pas beau à voir un monde de salauds, de fripouilles et de dupes. Alors, c'est toujours ce basculement entre les deux qu'il faut saisir. Et il faut bien comprendre que cette drôlerie divagante, dans son rythme effréné que je viens de vous rappeler, dans ses reprises constantes avec enchérissement, se fonde sur une métaphore fondamentale. C'est la métaphore secrète, qui est au fond le fil de toute la pièce. À travers ces grossesses factices, à travers toutes ces processions de mères enceintes, comme il est dit dans le texte, jusqu'au miracle de Sainte-Eulalie, il y a quelque chose qui s'entredit, quelque chose qui se rêve, et qui n'est rien de moins que le désir d'enfanter un nouveau monde. C'est pour ça qu'il y a la grossesse de partout. Évidemment, ce n'est pas uniquement pour faire drôle. Hein. Cette grossesse, elle dit quelque chose. Elle dit que on voudrait créer, engendrer un monde vraiment humain. Et là, il faut un idéal. C'est pour ça que j'annonce Hyperion. Hyperion, Dario Fo, même combat, même si on sera aux antipodes du point de vue de la dramaturgie. Mais vous verrez, Hyperion, c'est début fin du 18e, du 19e, c'est extraordinaire. C'est là où la révolution commence. Je vous raconterai ça en temps venu, si j'y arrive, parce que c'est un sacré paire de manches, évidemment, de venir à bout d'Hyperion. Et cet idéal, elle le mentionne. À un moment donné, au début, quand elles sont volées toutes ensemble dans le supermarché, il y a une sorte d'émerveillement. Tout à coup, dit-elle, tout à coup, on était tous ensemble, hommes et femmes, en train de faire quelque chose de juste et de courageux. Il y a quelques phrases comme ça qui doucement trouent, on peut dire, la pièce elle-même et qui font sens. Ou encore, à la fin, un peu plus tard, lorsqu'elle dit, c'est ça, oui, le passage que vous avez dit tout à l'heure, quand on rentre à la maison, c'est le contraire. On est là, l'un, l'autre, à lécher nos blessures comme des malheureux. Et Margarita dit plus tard, c'est tout à fait à la fin de la pièce, et ça évidemment, un passage, ce retournement où Margarita, qui était un peu la prudente, la peureuse, la catholique, celle qui suit le pape, qui ne prend pas la pilule, tout ça,
qui est pas capable de raconter des histoires. Puis brusquement, il y a ce retournement final, il y a une sorte de transfiguration de Margarita, que l'actrice rend d'ailleurs admirablement bien, celle qui joue, c'est admirablement joué. C'était une pièce, évidemment, qui est une merveille de ce point de vue-là, et drôlement difficile d'ailleurs à porter. Margarita a dit, quand il y a le tableau, elle dit ici, ces gens-là ont déjà l'expérience des désastres de l'économie. Elle parle de ceux qui sont dans le tableau, je vais y revenir, tous ces ouvriers que l'on voit à ce moment-là se lever dans cette peinture. Ces gens-là ont déjà l'expérience des désastres de l'économie et de la grande crise. Ils ont démontré leur détermination depuis plus d'un siècle, parce que leurs chansons le disent, ils ont un idéal, la construction d'une humanité future. Et c'est à ce moment-là que les acteurs entament l'international. C'est là, et c'est un moment clé, parce que doublement, l'international, mais il y a le moment où brusquement l'art, comme tel, surgit au milieu de la scène. C'est le moment où les acteurs vont prendre, ici, ce genre de paravent qu'ils vont déplier, et ils vont nous proposer, c'est un renversement final, un tableau d'art, tout à fait réel, d'ailleurs, d'un artiste qui a existé, et qui va monumentaliser les acteurs et la scène, et qui est en même temps une sorte d'incarnation des figures qui sont peintes. Les figures peintes dans ce tableau vont s'incarner, tandis que les acteurs sont eux-mêmes happés dans le silence monumental de l'œuvre. Il y a un échange qui se fait entre l'art et la scène en tant qu'elle-même. Cette scène est représentative de la vie. L'art absorbe la réalité présente, et la réalité présente se gonfle de tout le souffle de l'art. Et le tableau en question, c'est le tableau de Giuseppe Pellizza da Volpedo, qui était d'ailleurs, je vous le signale, un ami et un disciple du grand Segantini, le grand peintre suisse qu'on trouvait en Engadine. Bodmer avait à l'époque des dessins de Segantini, d'ailleurs, je l'ai vu à ce moment-là. Et Pellizza avait peint en 1901 un tableau, c'est celui-là qui nous est montré, Il Quarto Stato, c'est-à-dire le quart état. Le quart état, le quatrième état, c'est une référence, une allusion au tiers état. Et le tiers état, c'est la Révolution française, par rapport aux ordres privilégiés qui étaient donc ici la noblesse et le clergé. Donc par rapport au tiers état, vous avez maintenant le quatrième état. Et c'est quoi le quatrième état? C'est le prolétariat. Et le tableau a fait 10 ans de recherche, parce que Pellizza Volpedo a été en même temps un divisionniste, donc, disons les théories ici et les pratiques picturales, c'était donc il y avait l'impressionnisme, le divisionnisme, etc. Et donc on trouvait le pointillisme. Il met 10 ans pour faire ce tableau dans des recherches qu'il mène. Le tableau s'appelle successivement Les ambassadeurs de la faim, puis La grève, puis Le fleuve en crue, puis Le chemin des travailleurs, et enfin le quatrième état, c'est le prolétariat de la lutte finale. Donc cette pièce réinvente l'actualité, cette pièce qui réinvente l'actualité de la vie ouvrière à la force de l'art, la force de l'œuvre qui transmet le meilleur de l'homme. L'art n'est fait que pour ça, pour transmettre ici le meilleur de ce que l'on porte en nous aux générations à venir. La force d'un idéal qui prend vie, qui avance, qui ne renonce pas. Et là, vous comprenez la volonté de briser le quatrième mur, d'impliquer les spectateurs dans le mouvement, qui continue dans la vie, dans la rue, à l'instant où les acteurs se figent, s'immobilisent dans le noir, mais c'est pour que tout commence ailleurs, en même temps que l'international a retenti, invitant à sa reprise par les spectateurs, et l'avait dit, debout les damnés de la terre. Et la dernière phrase, c'est « Nous ne sommes rien, soyons tout ».